communication qui va traiter les recommandations pratiques et les défis analytiques liés justement au dépistage de l'hyperaldostéronisme chez les sujets hypertendus. Donc je commence par une introduction. Donc l'hypertension secondaire est beaucoup plus fréquente qu'on ne le pensait. Donc selon la définition utilisée, elle peut concerner 10 à 35% de tous les sujets hypertendus. Justement, l'hyperaldostéronisme est une condition très fréquente, donc c'est une cause très fréquente de l'hypertension secondaire, mais ça reste, comme ça a été précisé, une situation très souvent donc sous-diagnostiquée malheureusement. Alors chez qui faire le dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire et par quel test? Donc, il faut savoir que ce syndrome, l'hyperaldostéronisme primaire, est souvent asymptomatique. Et si le patient présente des symptômes, donc c'est souvent des signes qui ne sont pas spécifiques à la pathologie, donc ce sont des signes qui sont communs à tous les types de l'hypertension. Et donc, pourtant, longtemps, le dépistage était réservé à des sujets hypertendus qui présentent par exemple une hypocalémie ou des lésions adrénales ou encore une HTA résistante ou bien en cas d'hypertension chez les sujets jeunes. Alors, la nouveauté en 2024, c'est que le SCA a actualisé ses recommandations et désormais, donc, le dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire par le ratio aldostérone sur rénine doit être envisagé chez tous les patients hypertendus d'âge adulte, donc avec une hypertension confirmée. Donc il s'agit là d'une recommandation de classe 2A et de niveau d'évidence B. Donc le calcul de ce ratio aldostérone sur rénine représente le moyen le plus simple pour évaluer la sécrétion autonome de la rénine, de l'aldostérone, en cas d'hyperaldostéronisme primaire. Donc le choix de ce ratio, donc pourquoi ce ratio, c'est justement puisque c'est le paramètre clé qui permet de faire le diagnostic différentiel entre un hyperaldostéronisme primaire et un hyperaldostéronisme secondaire. Donc si on compare les tableaux clinico-biologiques de ces deux syndromes, donc on va trouver que les deux partagent plusieurs signes cliniques et biologiques communs, mais la différence et que dans le primaire, on va trouver une concentration constamment basse de rénine, alors que dans le secondaire, on va trouver une concentration constamment élevée de rénine. Donc ceci s'explique par les mécanismes physiopathologiques. Donc dans l'hyperaldostéronisme primaire, la sécrétion d'aldostérone est autonome, donc elle est complètement indépendante de l'axe rénine-angiotensine, alors que dans le secondaire, donc la sécrétion de l'aldostérone varie en même sens que celle de la rénine, elle est justement stimulée par la rénine. Donc sur le plan biochimique, l'aldostérone dans le syndrome d'hyperaldostéronisme primaire, donc l'aldostérone au niveau urinaire va stimuler la réabsorption du sodium et en même temps elle va stimuler l'excrétion urinaire de potassium. Et donc on va trouver au niveau sanguin cette hypocalémie caractéristique et qui va être à l'origine des syndromes musculaires. On va trouver également cette hypernatrémie qui est à l'origine des valeurs généralement très élevées de la pression artérielle. Donc, à quel seuil poser le dépistage? Donc justement, la question du seuil de ce ratio est problématique en raison de plusieurs problèmes. Donc d'abord la variabilité intra et inter-patient de ce ratio. Donc il y a également le manque de standardisation des conditions préanalytiques de l'aldostérone et de la rénine. Il y a aussi le manque de standardisation des techniques de dosage et le nombre de techniques qui sont utilisées pour poser le diagnostic donc les tests de référence, par exemple TDM ou bien une analyse de la pièce opératoire. Donc pour définir la valeur seuil, donc pour un test de dépistage, on doit choisir un test avec une bonne sensibilité, une bonne valeur prédictive négative. Donc justement, le ratio donc présente une sensibilité de 70% qui peut aller jusqu'à 95% pour le dépistage de l'hyperaldostéronisme primaire, et sa valeur prédictive négative parfois peut arriver jusqu'à 100% dans le diagnostic du syndrome de Cohn.
Donc, plusieurs valeurs seuil ont été proposées. Donc, je vous propose aujourd'hui les recommandations de la Société européenne française d'endocrino et la Société française de cardio. Donc, l'algorithme proposé est très simple. Donc, il faut doser l'aldostérone et en même temps calculer le ratio aldostérone sur rénine. Donc, les unités ici, donc vous allez voir les valeurs seuil sont différentes de ceux proposés par professeur Charifi, puisque les unités sont différentes. Donc ici, j'utilise l'unité internationale, le picomol. Et donc, selon les sociétés françaises, si le taux d'aldostérone est inférieur à 240, avec un ratio inférieur à 64 picomol, donc là, le diagnostic est exclu. Bien sûr, l'aldostérone doit être vérifié sur 2 reprises. Donc, le diagnostic est posé lorsque le ratio est supérieur à 64 picomol et que l'aldostérone est supérieur à 550 picomol. Donc là, on peut poser le diagnostic sans avoir besoin de faire des tests de dynamique de confirmation. Cependant, dans la zone grise, c'est-à-dire lorsque le ratio est supérieur à 60 et que l'aldostérone est comprise entre 240 et 500, dans ce cas, on doit passer à un test de confirmation. Donc généralement, le test de freinage par la charge sautée par voie intraveineuse. Alors, les conditions préanalytiques de dosage de l'aldostérone et de la rénine doivent être respectées, donc scrupuleusement respectées, donc afin d'éviter les mécanismes de régulation physiologique. Donc d'abord, je commence par le prélèvement. Donc étant biochimiste, le prélèvement, il faut savoir que le ratio doit être, donc pour le dosage de la rénine ou de l'aldostérone, doit faire le dosage sur le même tube. Donc le tube peut être EDTA, héparine ou bien un tube sec, c'est selon la technique utilisée. Donc l'étape de préparation du patient est également capitale. Donc d'abord la position assise. Donc le patient doit être en position assise. Pourquoi? Puisque l'orthostatisme provoque provoque une augmentation de la rénine et de l'aldostérone et va être à l'origine de faux négatifs. Donc par contre, ceci est expliqué par la séquestration du sang au niveau du membre inférieur et qui va stimuler la sécrétion de la rénine. Donc le patient doit être au calme, on doit éviter le stress, donc au calme pendant 5 à 15 minutes en position assise et en milieu de matinée, donc généralement 2 heures après le lever, et de préférence le sujet doit être à jeun. Donc le patient doit être en normocaliémie. Pourquoi? Puisque l'hypokaliémie va freiner la sécrétion de l'aldostérone et sera à l'origine d'un taux d'un faux négatif. Les apports sodés également donc le patient doit être mis sous régime normosodé. Pourquoi? Puisqu'une restriction sodée va provoquer une élévation de la rénine ou de l'aldostérone et sera donc à l'origine de faux négatifs. Et également on va la Société européenne de cardio, dans ses dernières recommandations, recommande de faire en même temps un dosage de l'ionogramme urinaire comme examen complémentaire. Donc cet examen présente un double avantage. Donc d'abord, ça permet de confirmer que l'hypocalémie est due à une fuite rénale de potassium, et en même temps, on peut estimer l'apport sodé du patient. Alors, concernant le cycle menstruel, donc chez les femmes non ménopausées, on doit faire le dépistage pendant le premier cycle, pendant la phase folliculaire, puisque au cours de la phase lutéale, l'augmentation de progestérone présente un effet compétitif avec l'aldostérone. Donc, le ratio présente une interprétation délicate dans certaines conditions, par exemple avec l'âge. Donc avec l'âge avancé, il y a une diminution de la synthèse de la rénine qui est expliquée par la réduction du capital néphrotique. Et donc certains auteurs proposent même des valeurs seuil élevées à partir de l'âge de 50 ans. La fonction rénale également, donc en cas de fonction rénale altérée, donc il y a une dépression de la rénine. L'aldostérone peut être normale, mais parfois elle peut être également augmentée en cas surtout d'hyperkaliémie. Et donc, en cas d'insuffisance rénale, on peut avoir un profil d'hyperaldostéronisme secondaire qui perturbe l'interprétation du ratio.
Donc, il existe également d'autres situations où l'interprétation est difficile. Donc, en cas, par exemple, de grossesse, de sténose de l'artère rénale ou bien d'une HTA maligne. Donc, toutes ces conditions provoquent une élévation de la rénine et seront à l'origine de faux négatifs du ratio. Donc, d'un autre côté, donc l'ethnie africaine où la présence d'un diabète ancien provoque plutôt une baisse de la rénine et se rend à l'origine de faux positifs. Donc arrivons à l'interférence médicamenteuse, donc très nombreux médicaments, notamment les antihypertenseurs, sont donc influencent d'une manière ou d'une autre sur le système rénine-angiotensine et vont donc perturber le dosage de ces deux paramètres. Donc commençons par les diurétiques. Donc les diurétiques peuvent être à l'origine de faux négatifs en augmentant la rénine et l'aldostérone. Les bêta-bloquants et les antagonistes et les agonistes alpha-2 centraux provoquent des faux positifs en diminuant la sécrétion de la rénine et donc normalement ces deux médications doivent être interrompues pendant donc si on veut faire un dépistage. Donc il y a également les IEC et les ARA2 et les vasodilatateurs qui peuvent être à l'origine de faux négatifs. Donc les premiers c'est par la suppression par feedback de l'angiotensine 2 et les vasodilatateurs c'est en stimulant les systèmes nerveux centraux, donc ils vont provoquer une activation de la rénine. Donc, il y a heureusement deux médications qui n'interfèrent pas avec le dépistage. Donc, il y a les amylorides, mais à condition que la dose journalière ne dépasse pas 15 mg par jour. Donc, c'est la seule médication qui peut être gardée, donc selon les recommandations de la Société de cardio. Donc, c'est la seule médication qui peut être gardée pour faire le dépistage. Il y a également les inhibiteurs calciques à libération prolongée qui n'interfèrent pas avec le système rénine angiotensine. Donc les ANS et les oestroprogestatifs, donc les deux provoquent un risque de faux positif, ils doivent être arrêtés. Donc les recommandations, donc quand est-ce qu'il faut arrêter ces médications? Donc il est proposé d'arrêter toutes les médications pendant 15 jours et justement la problématique qui se pose pour le dépistage c'est d'arrêter cette médication. Donc il faut arrêter les médications donc, pendant 15 jours pour les diurétiques, les bêta-bloquants, les IEC et les ARA2. Il faut arrêter pendant 6 semaines pour les spironolactones et pour les oestroprogestatifs également il faut arrêter pendant 6 semaines. Donc, comme j'ai précisé, les seules médications qui peuvent être, gardées sont les inhibiteurs calciques à libération prolongée ou bien l'amyloride, donc à condition que la dose ne dépasse pas les 15 mg. Alors, peut-on interpréter ce ratio en cas où le patient est mis sous traitement? Donc, cette question reste toujours débattue. Donc, certains auteurs ont proposé de faire le dépistage même en présence donc sans interrompre le traitement, mais en choisissant des seuils différents de ceux en absence du traitement. Qu'en est-il de l'avis de la Société européenne de cardio? Donc, dans sa dernière version, les cardio européens débattent, donc, ils ont discuté et approuvé les deux approches. Donc, on peut réaliser le dépistage, donc en premier lieu sous traitement, et bien sûr, en cas de perturbation, on va envisager une deuxième approche qui consiste, comme j'ai précisé, donc à arrêter les médicaments qui interfèrent, à les remplacer par les inhibiteurs calciques ou bien les antagonistes des récepteurs alpha, et en cas où il y a une contre-indication contre ces deux médicaments, donc on peut envisager les sympatholytiques à action centrale. Donc l'interférence, elle est minime. Alors, qu'en est-il de la disponibilité de ces dosages en pratique courante? Donc, il faut savoir que dans notre région, dans la région centre, le dosage est très rare. Le dosage de l'aldostérone et de la rénine est très rare. Donc, peu de fabricants le commercialisent en Algérie. Les techniques disponibles sont des techniques radiométriques, donc de manipulation très délicate qui nécessitent une infrastructure et un personnel qualifié. Donc, il est rare laboratoires du secteur privé qui acceptent ces prélèvements, le font généralement par sous-traitance en France.
Alors, nous avons fait une enquête, donc nous avons trouvé que 2 laboratoires de la région centre qui réalisent le dosage. Donc, il y a d'abord le laboratoire d'hormonologie de CPMC, chef de service professeur Aït Abdelkader. Donc, l'aldostérone et l'arénine, le dosage se fait par une technique radio-immunométrique, donc il s'agit d'une technique très spécifique. Et au niveau, donc il y a également à Blida le laboratoire de recherche sur la paroi artérielle et l'HTA, donc directeur professeur Bachir Chérif. Donc on va commencer très prochainement le dosage de l'arénine et de l'aldostérone. Donc le réactif disponible à notre niveau est un réactif qui utilise la méthode ELISA. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention.